Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce dernier webinaire du cycle béton de chanvre en réhabilitation organisé par Envirobat BDM en lien avec Construire en chanvre et avec le soutien de nos partenaires, l'ADEME et le Conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, pilote du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une association de professionnels de la construction et de l'aménagement durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis 2014, nous animons un groupe de travail qui s'appelle Fibraterra et qui vise à promouvoir. Je vois que quelqu'un avait désactivé mon micro. Donc, le groupe Fibraterra qui vise à promouvoir les matériaux biosourcés et géosourcés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dans ce cadre-là, nous appuyons le développement de la filière chanvre qui est naissante en termes de production agricole dans la région. Et nous avons constaté que le béton de chanvre est souvent utilisé sur des projets de rénovation. Alors, nous avons eu l'idée d'organiser ce cycle de webinaire pour montrer les qualités de ce matériau et la manière dont il est réellement approprié, notamment dans le bâti ancien. Nous avons voulu vous présenter différentes typologies de projets avec du logement individuel ancien sur le premier webinaire, du logement collectif sur le deuxième webinaire et un établissement scolaire aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Blaise, architecte, et Daniel Bayeul, maître d'œuvre au sein du bureau d'études DB Chambre et également représentant de Construire en Chanvre en région PACA. Ils vont nous présenter aujourd'hui le projet de rénovation de l'école de la Roseraie à Marseille. C'est un bâtiment des années 70 qui connaissait notamment des problématiques de surchauffe et pour lequel donc, la mairie de Marseille avait souhaité mettre en place une rénovation assez ambitieuse. Et sur ce projet, donc l'équipe de conception a proposé l'usage de béton de chanvre qui a été mis en œuvre de différentes manières. Donc, c'est ce que vont nous présenter Damien et Daniel tout de suite. Donc, je vous passe la parole. Nous allons commencer avec Damien. Je te laisse te présenter, Damien, si tu le souhaites aussi. Merci Nicolas. Donc, bonjour à tous. Donc, Damien Blaise, architecte. Je suis basé à Arles et en Savoie. J'ai eu un bureau à Marseille pendant quelques années, mais maintenant j'ai donc un second bureau en Savoie. Et donc, je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur cette rénovation qu'on a menée entre 2017 et 2020, donc dans le quartier d'Andoum à Marseille. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier qui a un caractère un peu villageois et donc on nous avait donc demandé de rénover cette école. Donc, je vais vous présenter là un peu si ça veut bien. Voilà. Donc, c'est une petite école des années 70 qui avait pas tout à fait j'allais dire, un aspect d'école dans son traitement de façade. À l'origine, donc c'était deux bâtiments distincts en L, en R+1, qui ont été plus ou moins reliés avec le temps, mais il y avait un vrai problème de distribution au sein des classes. Donc, une partie des classes n'était accessible que par l'extérieur. Et puis, il y avait surtout cette façade principale, façade sud, en aluminium, qui donc avait, comme le disait Nicolas tout à l'heure, présenté un bon problème de surchauffe l'été, malgré les quelques arbres qu'on avait dans la cour. Donc, ça a tout de suite été effectivement un sujet important pour nous et pour le bureau d'études solaires qui m'accompagnait sur ce projet. Donc, rapidement, on savait de toute façon qu'on éliminerait entièrement cette façade qui plus était amiantée. Et donc, on s'est retrouvé donc avec pardon, je vais pas aller trop vite sur les façades, mais donc on avait rapidement on a fait le choix effectivement d'un matériau biosourcé pour cette rénovation. Moi, il y avait plusieurs raisons qui m'attiraient vers cette solution. C'est déjà, j'avais testé pour un petit bâtiment public en Camargue, pour un petit ERP, j'avais fait donc un bâtiment en paille de riz et j'avais trouvé très intéressant en fait, de travailler dans la masse, l'isolation massique. Donc, c'était une des raisons qu'on a vraiment apporté auprès du maître d'ouvrage, d'autant qu'il nous avait prévenu, et c'est normal qu'il n'y aurait pas de climatisation dans l'établissement.
Donc, il fallait, nous, à la fois travailler sur l'enveloppe et puis, bien sûr, aussi sur le traitement des matériaux de seconde œuvre, notamment en prenant le choix de désosser complètement le bâtiment et de permettre à la structure béton qui est derrière cette façade aluminium de pouvoir aussi apporter voilà, des qualités sur le confort d'été, notamment en captant, enfin, voilà, avec des matériaux qui avaient de la masse. Donc, ensuite, on a aussi, dans mes relations avec la ville de Marseille, qui a été au début un peu étonné de ma démarche, j'ai pu mettre en avant en fait, des bâtiments publics qui étaient déjà à l'étude, et notamment un lycée dans le 77 qui était en cours de construction avec le groupe Vinci, enfin, avec une filiale de Vinci. Et c'est vrai que voilà, de mettre en avant que la filière chambre, elle était déjà je dirais bien lancée et que des groupes comme Vinci s'y intéressaient, ça a été pour moi un argument qui m'a beaucoup aidé, d'autant du coup, les techniciens de la ville de Marseille m'ont demandé de présenter ça aux élus. Et devant les élus, ça a été aussi un argument, en plus de tous les arguments écologiques que j'ai pu développer avec le précédent du bâtiment en paille de riz à Arles. Ça a été une discussion qui s'est finalement plutôt bien passée. Et donc, j'ai pu très rapidement lever les objections. Après, il y avait quand même un point de vigilance qui nous est apparu, c'est que rapidement, la maîtrise d'ouvrage m'a fait comprendre qu'elle voulait peut-être pas passer en entreprise générale, mais au moins en macro-lot. Et je voyais le moment où l'entreprise qui allait prendre plusieurs lots, dont le lot façade, enfin, je voyais le moment où j'allais un peu perdre la maîtrise des sous-traitants et des entreprises qui allaient prendre le lot chanvre, voire même le risque d'une variante voilà, voilà, qui pouvait toujours faire un petit peu basculer le projet vers des solutions plus traditionnelles. Donc, j'ai pu convaincre qu'il fallait absolument sortir le lot façade des macro-lots, et c'est ce qui a été fait. Et donc, on a pu avoir une meilleure maîtrise sur les sous-traitants. Donc voilà, en gros, rapidement, mais c'était une rénovation assez lourde du bâtiment. On a complètement retiré les façades sud. On est intervenu sur l'intérieur, comme je vous le disais. Alors, par rapport aux façades arrière et à la façade ouest, qui n'était pas du tout exposée parce qu'elle était prise en fait contre un bâtiment, cette façade ouest ici qui était complètement prise contre un bâtiment, j'ai pas, entre guillemets, pas osé mettre du chanvre partout pour des questions budgétaires. Donc, j'ai privilégié le chanvre en fait sur la façade est ici sous préau, sur toute la façade sud, ce retour est ici, et toute la façade sur rue ici. Et donc, les parties nord et la partie ouest qui n'est pas du tout exposée dans notre cas, puisqu'on est pris le long d'un bâtiment. Donc, je suis sur un ITE classique. Mais ça, c'était essentiellement pour ne pas prendre de risques budgétaires au niveau de la consultation. Donc, comme je vous le disais, on a totalement désossé en fait la façade sud. On s'est retrouvé sur une structure poteau-poutre qui était considérée comme suffisamment rigide pour porter un mur manteau en chanvre. Et donc, on a donc constitué en fait un double mur en ossature bois. On a bien sûr tenu compte des charges lourdes qui allaient être appliquées sur la façade, c'est-à-dire les futurs brise-soleil. On a pu des platines déportées comme ça qui traversent la structure bois et puis bien sûr le chanvre vient au maximum limiter le pont thermique de la platine. D'un point de vue des études, donc une fois la phase conception, présentation APS, APD passée et le maître d'ouvrage convaincu, d'un point de vue des études, je me suis tout simplement appuyé sur l'association Construire en Chanvre qui a édité des documents très très bien faits avec des détails, etc., que j'ai pu reprendre et réadapter dans le cadre de notre projet. Et c'est vrai que là-dessus, je suis parti d'une base qui est très bien présentée par l'association. J'ai pu facilement convaincre aussi le bureau de contrôle. Je n'ai pas eu de souci particulier de son côté, puisque là aussi, j'avais des documents à l'appui. J'ai eu aussi un bon support.
je pense que c'est important de le dire aussi, de la part de Tradical, en la personne du représentant, là, M. Delanoë, qui a été très présent aussi pour me épauler un peu dans l'approche de conception et puis l'adaptation aussi au site. Voilà, donc après, bien sûr, il a fallu faire des plans de détail. J'ai adapté mes plans de détail à la situation. Je les ai intégrés à l'appel d'offres et donc pour que l'entreprise soit effectivement bien au fait du résultat qu'on voulait obtenir. Dans le CCTP, j'ai rappelé une chose aussi importante qui est la notion d'assurabilité. Parce que je ne voulais pas non plus aussi que l'entreprise me variante trop et puis débarque avec juste je vais dire, comment dire, une forme voulait faire, j'aurais pu tomber sur une entreprise qui tentait un peu sa première expérience. En fait, c'est ce qui s'est plus ou moins passé, c'est-à-dire que l'appel d'offres, on a Omnium Façade qui a récupéré le marché et qui est une entreprise qui fait que de l'ITE et qui n'avait jamais touché à ce matériau. Mais il y avait un chargé d'affaires, un chef d'agence très intéressant qui en fait avait conscience que le matériau avait beaucoup d'intérêt et certainement beaucoup d'avenir aussi. Et il avait vraiment envie de faire cette première opération. Donc, il est allé chercher des bons sous-traitants et il est allé respecter entièrement, enfin, il a vraiment eu à cœur de respecter entièrement toutes les préconisations, carnet de détail et les points particuliers qu'on avait demandé dans le CCTP pour garder l'assurabilité. Donc, de fait, on leur demandait de passer par l'utilisation d'une chef note qui était validée par Construire en Chambre, etc., l'utilisation du couple liant granulat. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous ces détails qui ont déjà été présentés par Daniel Bayol lors du premier séminaire, mais c'est vrai que c'est des points qu'il faut garder en tête pour pas qu'on ait affaire à des francs-tireurs qui veulent tenter leur chance sur un matériau qu'ils ne connaissent pas. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail de ce mur principal, de ce mur manteau qu'on a créé en façade sud, donc comme je vous le disais, on a une ossature bois qui a été montée, appuyée sur l'ossature béton existante. On voit sur cette photo les panneaux de Fermacell qui servent en fait de flanc de coffrage et qui sont donc fixés directement sur cette ossature bois, et qui servent donc aussi de finition intérieure avec une mise en peinture, bien sûr. Et donc, la projection du chanvre qui se fait donc du bas vers le haut, par couches successives, etc. Et finalement, sans grande difficulté, malgré un site un peu contraint, avec une aire de chantier assez restreinte, avec voilà, un site urbain, petite cour de récréation très encombrée par l'ensemble du chantier. Et donc, l'entreprise a pu vraiment voilà, faire son travail sans grande difficulté. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut y avoir une coactivité avec le charpentier. Là, il y avait deux sous-traitants, un charpentier et donc une entreprise qui avait déjà projeté du chanvre. Et je dirais que l'entreprise de chanvre avait déjà commencé son travail alors que le charpentier n'avait pas tout à fait fini le sien. On le voyait sur une des précédentes photos que je vous ai montrées. Et donc, finalement, voilà, il peut y avoir un phasage intéressant avec les équipes. D'un point de vue donc, du bilan économique, parce que j'imagine que ça intéresse aussi la plupart de mes confrères, finalement, ce mur de 35 cm qu'on a mis en béton de remplissage a coûté 370 € hors taxes, hors échafaudage et hors enduit de finition et point singulier, parce qu'on a pu aussi intégrer des baguettes de profil, etc., dans l'enduit de finition. Quand le mur de doublage, puisqu'on a des parties donc, qui sont en simple doublage sur maçonnerie traditionnelle, étaient autour de 10-12 € du mètre carré par centimètre d'épaisseur. Voilà, donc on a ce résultat d'une façade qui est devenue, je vais dire, avec une grande partie, en grande partie minérale. On a bien sûr conservé des grandes baies vitrées pour les salles de classe, que c'était une demande initiale et il fallait que la lumière naturelle puisse aussi rentrer
grandement dans les locaux. À l'intérieur, comme je vous le disais, on a supprimé l'ensemble des faux plafonds pour pouvoir voilà, conserver, enfin, mettre à profit finalement la structure béton comme capteur thermique. Et puis, et finalement, en rajoutant des brasseurs d'air, en traitant bien sûr un peu l'acoustique, on a un vrai confort d'été, puisqu'entre le mur de chanvre qui est en façade sud et qui est vraiment un bouclier thermique intéressant, et voilà, et puis la structure béton à l'intérieur, on a bien sûr renforcé l'isolation en toiture, et donc on a effectivement un bâtiment qui n'a pas de besoin de rafraîchissement artificiel, hein, puisqu'on arrive à conserver, voilà, en gérant bien les entrées-sorties d'air chaud, il gère un bon niveau de confort intérieur. Voilà, Damien, donc, juste pour information, on a un petit délai de latence entre le moment, je pense, où tu passes la slide et où elle apparaît, nous, à l'écran. C'est juste pour que tu l'aies en tête. Hein. D'accord, bon, ben, bon, ben, non, mais là, je suis de toute façon au bout voilà, de mes diapositives. C'est pour vous. C'est un peu, voilà, donc on se, voilà un petit peu sur la droite, la situation avant, pendant et après. Voilà, donc après, on peut effectivement prendre un petit temps de questions et réponses s'il y a d'autres points que j'ai abordés un petit peu vite. Et puis sinon, je vais laisser Daniel rentrer un peu plus dans les détails, puisque Daniel donc a eu une mission de conseil et d'accompagnement pour l'entreprise. Et ça, c'est aussi une chose que j'ai appréciée de la part de Omnium Façade et de son chef d'agence, c'est que tout à fait conscient qu'il n'avait aucune maîtrise du matériau, est allé chercher je ne pense pas l'avoir demandé dans le CCTP explicitement, mais je pense que ça pourrait être une clause justement du CCTP, c'est-à-dire que l'entreprise doit s'entourer de techniciens et spécialistes pour mener à bien sa mission. Et en tout cas, c'est ce qu'elle a fait. Et ça, voilà. Donc, je vais laisser Daniel enchaîner sur cette question, puisqu'il a été lui-même donc présent sur le chantier comme accompagnateur. Merci beaucoup, Damien, pour cette première présentation. Alors, je propose qu'on passe la parole à Daniel, parce qu'il y a déjà des questions, mais elles sont déjà quand même assez techniques. Donc, on va les garder pour la fin. Alors, oui, je t'invite. J'enlève mon partage d'écran. Voilà, s'il te plaît. Hop, Daniel prend la main. Quelle fluidité dans l'enchaînement, c'est incroyable. Attends, il faut que je mette mon support sur l'écran que j'ai perdu, que j'avais tout à l'heure. On vous promet, on avait répété juste avant, évidemment. Toujours les aléas du direct. Alors, attends, je vais aller le chercher. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, on peut peut-être prendre une ou deux premières questions en attendant que Daniel retrouve son support. Question 10. J'ai retrouvé le support et je suis à vous. Alors, attends. Je ne comprends pas. Pourquoi il n'apparaît pas? C'est toujours comme ça. Ça marche quand on fait les répétitions. Là, on est bon. Ah, j'étais sur le second bureau. Voilà, désolé. Voilà, c'est bon pour tout le monde. Vous l'avez à l'écran? C'est parfait. Oui, parfait. D'accord. Bien. Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci Nicolas, voilà, pour nous permettre de faire cette petite présentation. Alors oui, je suis basé sur Vidauban, dans le Var. J'ai un bureau d'études donc qui s'appelle DB Chambre, exclusivement dédié donc à la construction et rénovation avec ce matériau et terre crue. Est-ce que vous voyez déjà ce premier slide? Oui, on voit le curseur aussi. Est-ce qu'il y a déjà pour savoir, est-ce qu'il y a de la latence quand je bouge les slides? Non. Donc, il y a un peu plus de réactivité par rapport à tout à l'heure? Oui, je pense que c'est la neige savoyarde qui génère un petit peu d'âme. D'accord. Oui, alors bon, comme l'a dit Damien, donc je suis intervenu là sur cette opération là en tant que soutien, accompagnateur pour l'entreprise qui a pris en charge le lot de la façade. Donc en l'occurrence c'était Omnium Façade.
pour lui établir des plans de principe, un petit CCTP ici également qui puisse l'aider, l'accompagner à également fournir aussi à l'entreprise de charpente et l'entreprise qui a envoyé projeté le béton de chambre. Alors, avant de rentrer dans les détails du chantier, je souhaiterais vous présenter un petit peu les principes généraux, les 4 principes constructifs qui sont présents dans les règles professionnelles du béton de chambre. Et ce qui nous amènera ensuite, sur les 4, je vais vous montrer où nous nous situons et ce qui nous a ensuite amené à produire des plans de mise en situation pour le projet de l'école. Donc, nous observons qu'il y a donc, dans la construction en béton de chambre, il y a 4 principes généraux. Donc là, vous avez le A1, donc, pour faire simple, nous voyons l'ossature qui est ici, qui est centrée, avec le contreventement ici. Et dans cette configuration-là, donc, c'est pour un enduit extérieur et un enduit intérieur. Voilà, toujours en prenant en compte la notion d'enrobage. Donc, voilà, ça, c'est classiquement, c'est ce qui se fait le plus couramment. Le A2, ce n'est pas trop notre région ici en PACA, c'est le colombage. On observe ça plus en Alsace ou en Bretagne. Mais voilà, c'est un produit c'est un schéma qui se prête bien pour la restauration du patrimoine où se trouvent des colombages. Nous avons ici le A3 qui là donc reçoit un bardage extérieur. Donc on voit que l'ossature ici est déportée à l'extérieur pour recevoir le bardage. Et enfin le A4, on voit l'ossature ici qui est déportée à l'intérieur pour recevoir donc un parement. Un parement en l'occurrence idéalement de Fermacell pour son côté perspirant. Donc c'est bien le A4 qui va nous intéresser, qu'on a retenu pour ce projet-là, sur la configuration de l'école. Donc nous sommes en ossature déportée intérieure. Donc ce que je vais vous montrer là, ce ne sont pas des... Donc, moi j'avais en fait juste une AMO partielle sur le lot chambre. Je n'étais pas missionné pour des plans de détail, puisque le but c'était d'essayer d'assembler un petit peu, croiser nos idées, notre travail avec Damien. Et Damien se chargera ensuite d'établir les plans d'exé. Donc là, je vais vous montrer, c'est peut-être un peu plus parlant, ce sont des croquis de mise en situation 3D sur le principe retenu. Et après, vous aurez des photos sur d'autres chantiers qui reprennent le même principe. Donc ici, nous avons donc l'ossature qui est donc déportée. Ici, vous voyez, donc on a le poteau béton structurel qu'a montré tout à l'heure Damien, qui constitue la structure entière et porteuse du bâtiment, qui a été donc désossé et les poteaux béton sont restés. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est établir donc des voiles de remplissage isolant en chaud-chambre entre chaque poteau béton, avec une conception d'ossature déportée et le Fermacell à l'intérieur. Donc là, ce que vous voyez, donc, on utilise pour chaque ouverture, on utilise idéalement des plaques de fibralite. Donc la fibralite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit de chez Knauf. C'est de la paille cimentée, en fait, hein, paille grossière qui reste très ouverte. Et nous, donc, ça nous sert pour 2 raisons, en fait. C'est très pratique parce que ça nous sert d'une part de taper de projection. Le projeteur, quand il vient, il projette directement dessus, sur le côté en biais, pour remplir le mur. Et on a, d'une autre part, on a un support qui est prêt à enduire ensuite la couche de finition qui vient donc sur le dormant de menuiserie. Pardon, on va passer sur l'autre. Sur ce croquis-là, donc nous sommes sur un angle qui montre en fait la jonction entre le voile de la cour où il y avait donc l'ossature avec le voile en béton de chanvre. On est sur des murs massiques ici. Alors, je ne sais plus l'épaisseur, je crois qu'on était sur 35. 35, Damien. 35, ok. Et ensuite, ici, on a la jonction sur le départ du préau. C'était donc un mur existant qu'on est venu donc faire une ITE dessus. Donc, et là, on était sur une épaisseur de 10 cm. 10 cm. 10 cm, d'accord. Donc, on est venu placer sur des lames de renfort de 30-40 à plat tous les 60, histoire de renforcer et avoir une accroche sur le mur.
le béton de chambre et ensuite le GOPTI, la couche de corps et l'enduit de finition. Donc l'enduit de finition peut être soit badigeonné à fresco le lendemain, soit pigmenté dans la masse. Voilà. Ce que je m'attache toujours à faire sur des constructions comme ça, c'est toujours un déport d'ITE. Donc là, on avait choisi, alors on peut mettre du liège, hein, il y a plusieurs types de produits ITE. Donc là, c'était un multiport. J'avais proposé un multiport de 8 cm sur lequel donc, le béton de chanvre vient s'asseoir dessus. Donc ça fonctionne autant en réno qu'en neuf. Voilà. Ici, on revient, donc c'est un petit zoom sur le principe de l'ossature. Donc, vous voyez que l'ossature est déportée à l'intérieur, plaquée contre le mur maçonné d'angle. Là, on a le départ de l'ITE et ici, on se retrouve le départ, oui, de l'ITE sur le voile. Et là, on a donc les rupteurs de nez de dalle ici en multiport. En multiport, pour ceux qui connaissent, c'est voilà, un produit Ytong. Alors, ce n'est pas le classique Syporex, hein. C'est de la famille Ytong, mais c'est quand même un produit qui est spécifique, dédié à de l'ITE, qui se prête très bien il y a un bon rapport lambda, c'est un produit qui est très, très bien isolant et qui reçoit très bien les enduits minéraux par la suite. Ici, une bavette voilà, de décrochage voilà, avec la goutte d'eau. Voilà. Donc, on retrouve l'ossature, le linteau, donc c'est un petit peu la même qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on voit le plaquage du fermacelle. Donc là, on voit que à l'intérieur, donc les plaques de fermacelle sont venues, on peut les fixer soit par vissage ou par clouage. Donc c'est des bords droits qui doivent être collés. Donc juste un point là-dessus. Quand on est sur de l'ossature déportée avec des parements de fermacelle à l'intérieur, il faut bien faire attention de mettre des plaques de fermacelle à bord droit collées. Surtout quand on est en construction massique ossature bois, et surtout éviter les bords amincis, les bords amoindris avec des bandes. Donc on choisira plutôt idéalement les bords amincis en toiture, mais quand on projette verticalement sur des plaques de fermacelle, il faut faire attention à ça. Ce sont donc toujours des plaques de fermacelle à bord droit collées. Donc les fermacelles. Donc là, les fibralites, on est sur des épaisseurs soit de 25, soit de 35. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et on voit que donc, les fibralites verticales reçoivent les linteaux de support de béton de chambre de l'épaisseur choisie, qui est en débord extérieur. Ici, ce sont des petites équerres en bois, mais qui peuvent être tout aussi bien en équerre métallique. Le but, c'est de rigidifier, de tenir un petit peu au centre. On les retrouve ici aussi également. Donc là, là, c'était une idée d'embrasure. Vous voyez, c'est juste, là, on est à 90 degrés. Donc, on revoit un petit peu les équerres là, de fixation, verticale, horizontale. Et ici, c'est un exemple en embrasure. Alors, la trame d'étanchéité, je ne sais pas si on a un zoom un peu plus parlant. Oui, on aura même une photo tout à l'heure. Ce qui se passe ici, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on place donc la fibralite sur le tableau, donc en premier, on peut faire un tableau en OSB qui sera ensuite recouvert d'un appui de fenêtre en minéral, en travertin ou autre, ou même en tôle laquée. Donc on place sur l'équerre qui est dessous un appui en OSB. Ici, on a donc la fibralite qui vient en appui sur l'appui, en OSB, et qui vient donc contre le dormant de menuiserie. Et ensuite, pour le traitement de l'étanchéité à l'air, il existe donc des bancs de feutrine type Contega PV de chez Proclimat, ou bon, je vais faire un petit peu de pub, mais je pense que c'est nécessaire d'indiquer les bons produits pour ce type de travaux. Et on peut trouver aussi du Fentrine de chez Siga. Donc, ce sont des feutrines spécifiques qui sont bien adaptées pour ce type de travaux-là. Donc, on a une feutrine autocollante qui vient sur le dormant de menuiserie, et ensuite, on a une reprise de trame d'enduit qui va ensuite être en attente, marouflée contre la fibralite et marouflée en tableau avec l'enduit de finition. On a des photos sur ça.
Quand on est, alors là, c'est pas le chantier en fait, hein, parce que je suis pas passé ensuite. J'ai fait juste de l'assistance de conception à distance. Bien que je sois passé un jour, j'étais sur le secteur de Marseille, je suis quand même allé voir. Donc là, c'est pour juste imager ce que, par définition, on fait classiquement. Une fois qu'on a l'ossature, donc on retrouve l'ossature qui est ici déportée à l'intérieur et les plaques de fermacelle fixées dessus. Donc là, l'électricien vient, carotte, pose ses boîtes et fixe ses électricités. Voilà. Tout ça, c'est noyé complètement. Et on peut retrouver aussi le même principe pour les plomberies, notamment les platines de douche, on fait pareil. Ici, on retrouve donc le principe donc on a la trame aussi, quand on est sur une couche de corps, c'est systématiquement tramé. Là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous avons le produit trame feutrine. En l'occurrence, ici, c'est le Fentrine de chez Siga. Donc, vous voyez, là, on a protégé la vitre avec du plastique et du scotch. Et derrière, donc, on a la partie autocollante. Et c'est ensuite, tout ça sera marouflé dans la trame, dans l'enduit du tableau. Voilà. Et c'est ainsi qu'on arrive à véritablement bien maîtriser l'étanchéité à l'air, parce que ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'il n'y a pas de film continu, il n'y a pas de frein vapeur, il n'y a pas de pare-vapeur quand on est sur une construction en béton de chanvre. Et donc, le béton de chanvre n'est pas étanche à l'air, il faut le savoir. Il est perspirant, mais il n'est pas étanche à l'air. Donc, ce qui fait l'étanchéité à l'air, ce sont les enduits extérieurs des façades. Donc, voilà. Et quand on a des jonctions comme ça de retour de tableau, c'est ici véritablement, c'est sur ces points-là singuliers qu'il faut faire attention. Voilà. Et donc le Fermacell, en l'occurrence, contribue aussi à maîtriser l'étanchéité à l'air. Donc on a deux produits extérieurs-intérieurs qui aident à cela, mais on considère véritablement que ce sont les enduits de façade qui font l'étanchéité à l'air de la maison, puisqu'il n'y a pas de film. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez assez bien, c'est un exemple de plusieurs châssis qui sont terminés, qui reçoivent donc les encadrements déportés des fibralites. Et là, ce qu'on fait, on fait le premier, on fait le dernier, on tire un cordeau pour bien tous les aligner. Et donc ça, c'est la cote brute finie béton de chanvre. Et il faut qu'ils soient bien alignés, c'est important, parce que ce sont eux qui détermineront les niveaux et les aplombs les alignements et les aplombs des enduits ensuite de façade. Là, on est sur une phase finale type. Donc là, on retrouve le Fermacell, on retrouve l'ossature, là, le contreventement. Ici, on voit les réglés de dressage que je vous avais montré dans le premier webinaire sur la réno. Et puis voilà, donc on fait des mouvements de droite à gauche. Tout ce qui tombe par terre, on le récupère. Et on essaie évidemment de le récupérer pour le placer ailleurs, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Il y a un rebond de 5 à 7% à chaque fois. Et là, c'est une photo que j'avais prise quand je suis passé sur le projet de la roseraie à Marseille. Donc, c'était sur le début de l'ITE du Préau, qui était venu en attente en pied, donc en onglet, en attente de projection sur le mur massif. Voilà. Je crois que j'en ai fini sur la présentation. Voilà. Tu peux reprendre la main si tu veux, Nicolas. Merci Daniel pour cette deuxième présentation, qui nous compléter plus d'éléments de détail, donc présentation de Damien. On est en avance, hein, c'est assez rare. Merci d'avoir tenu le timing. On a déjà quelques questions dans le chat, donc on peut prendre les questions qu'on a déjà. Ensuite, si certains souhaitent, vous avez la possibilité de lever la main dans le bandeau des options, dans les réactions, vous avez la possibilité de lever la main. Vous pouvez aussi évidemment échanger en direct. N'hésitez pas à le faire. On a une première question d'Isabelle concernant le risque d'humidité lors de la projection sur le Fermacell. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des précautions à prendre? Alors, non, les seules précautions, alors oui, effectivement, le béton de chanvre, quand il est projeté, il est humecté et quelquefois, ça dépend, il peut être, on va dire, humide.
Donc, le Fermacell étant un produit sec et quelque part absorbant, donc il va pomper l'humidité. Donc, ce qu'il faut faire, alors, ce que je peux vous dire, c'est vraiment en cas extrême, il peut y avoir, le Fermacell va se gorger d'eau, mais il faut pas paniquer. Il y aura même des couleurs qui vont apparaître. Quelque part, il y aura peut-être même des moisissures. Donc, ce qu'il faut faire, ça dépend de l'humidité, de la température, s'il pleut, si c'est venté, si c'est l'été, s'il fait chaud, donc tous ces paramètres-là. Mais si vraiment on projette l'hiver sur une plaque de Fermacell et qu'en plus ça soit humide à l'extérieur et qu'ils peuvent, il ne faut pas s'affoler. Donc il va y avoir des moisissures qui vont apparaître. Dans ces cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse sécher tranquillement. Il ne faut surtout pas fermer, il faut toujours laisser le bâtiment ouvert, toujours bien ventilé. On attend que ça se stabilise. Ensuite, on pulvérise de l'eau javelisée, un petit peu javelisée sur les plaques de Fermacell pour stopper, pour neutraliser le champignon. Et ensuite, un coup de chiffon sec. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc, après, on assainit ainsi le plaque de Fermacell. Et puis, on peut y faire un enduit de lissage, un redressage, tout ce qu'on veut dessus. Il n'y aura aucun spectre qui reviendra par la suite. Mais il faut pas avoir peur. Quelque part, c'est normal. Peut-être que dans certaines régions, ou notamment par rapport à la temporalité du projet, c'est un élément à avoir en tête pour que dans le phasage, il puisse y avoir une attention à ce Moi, ce que niveau-là. je fais, c'est que si je vois que le temps est mauvais et qu'on est sur une période hivernale humide et froide, dans les pièces qui sont réservées pour les salles de bain où il y aura de la faïence, à ce moment-là, je remets un montant derrière, je renforce encore plus la fixation des plaques, de sorte qu'elles ne puissent pas qu'elles ne forment pas pour qu'on n'ait pas de problème de joints, par exemple, sur les faïences. Donc, ça peut arriver. Donc, il y a des petites astuces comme ça, mais en général, ça ne pose pas de problème. Sur le projet de la roseraie, à quelle période avait eu lieu la projection? La projection était au printemps de mémoire et on n'avait eu aucun problème d'humidité. Non, c'était pas du tout. Si. Une deuxième question de Clément qui demande si il y a un risque de déformation de l'ossature bois avec l'humidité du béton de chanvre. Alors, la reprise d'humidité, donc de toute façon, on est obligé de respecter le DTU de la construction de cycle bois. On doit rester dans une plage raisonnable entre 18 et 21%. Donc, on doit faire attention quand on reçoit les montants d'ossature à ce que les ossatures soient déjà sèches ou étuvées à l'avance. Idéalement, on peut demander aussi un rapport de séchage de la part du négoce ou du charpentier. Mais à partir du moment où il y a une ossature qui est déjà dans cette plage d'humidité-là, il n'y a pas de problème de reprise d'humidité. Pour vous schématiser un petit peu, c'est comme si quand vous prenez une éponge de cuisine, elle est bien sèche, bien dure. Si vous posez l'éponge sur une flaque d'eau, ben, en fait, elle va mettre beaucoup de temps à prendre l'humidité. Par contre, si elle est déjà humide, l'éponge, ben, vous posez l'éponge humide sur une flaque d'eau, ben, elle va absorber tout de suite l'eau. Elle va l'absorber tout de suite. Et pour le bois, c'est pareil. S'il n'est pas humide, il n'y aura pas de reprise d'humidité de l'eau qui constitue le chaud-chanvre. Merci. Alors, plusieurs questions sur cet aspect lié à l'humidité. Dominique, que je salue, qui nous demande voilà, quel est le taux d'humidité moyen dans le béton de chanvre, mais tu viens de répondre. C'est 18 à 21%. Est-ce que c'est fixé par les règles pro? Oui, entre 18 et 21, oui. Ça, c'est pour le bois, je parle. Hein, pour le bois. Ah, pour le bois, oui, pardon. Excuse-moi. Dans le cadre du béton de chanvre, quelle est la proportion d'eau qui est incorporée? Ça, je ne l'ai pas en tête. Ça dépend. Il faut regarder les précaux de chaque fabricant de liant. Une question de Nicolas Ça Audin dépend de qui la rejoint. machine aussi, la mise en place. Si on est sur des machines à fort débit, c'est beaucoup venté, donc on est sur des 4 mètres cubeurs, donc on n'a pas forcément beaucoup d'eau. Il nous faut simplement l'eau pour qu'il y ait une prise hydraulique. Après, il y a des prises aériennes aussi en fonction de la chaux. Mais c'est vrai que la chaîne VOT, le granulat va absorber donc une grande partie de l'eau qui est présente dans le coulis de chaux, mais il n'en faut pas non plus énormément. Donc, encore une fois, on est sur un principe de projection humide,
mais on n'est pas humide, on est humecté, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Merci. Une question qui rejoint un petit peu les précédentes. En climat montagnard, justement, est-ce qu'il y a une vigilance accrue à avoir par rapport à l'hiver et au froid, à l'humidité? Peut-être que Damien, qui est aussi en Savoie maintenant. Moi, je ne vois pas d'inconvénient a priori. Évidemment, les conditions de pose sont importantes, mais je ne vois pas d'inconvénient aux matériaux dans des climats à forte variation aussi de température. C'est ça qui est intéressant. Justement, au contraire, il faut des. Voilà, J'en vois pas non plus. On pourra peut-être, le fait que ça soit une projection mécanique et non pas sur des blocs modulaires préfabriqués, on peut s'autoriser à mettre les centimètres qu'on veut. Donc, c'est à voir quelle résistance thermique on cherche à la base. Et puis, en fonction du lambda du produit, ben, on augmente un petit peu les épaisseurs en fonction des climats et des altitudes. Mais déjà, je pense que 34 cm en altitude, c'est déjà bien raisonnable. C'est déjà bien. Merci. Une demande d'Olivier pour savoir quel type d'enduit extérieur était mis en place sur le béton de chanvre, en particulier sur ce projet. Damien, tu verrais. Donc, c'était Tradical qui avait fait sa préco. Ils ont j'allais dire, un assemblage complet. Et il me semble que c'était de la chaux aérienne. C'était des enduits traditionnels à la chaux aérienne, avec bien sûr pigmentable, hein, si on voulait incorporer des couleurs. Il y a pas de... Et puis, ce que j'ai pas trop dit aussi dans ma présentation, c'est qu'on peut, comme sur les enduits, intégrer des profils décoratifs ou autres. J'ai eu aucune difficulté pour ça. Il faut que ça soit de toute façon un enduit chaussable. Chaussable, d'accord. On ne peut pas se permettre de mettre des enduits prêts à l'emploi, type voilà, monocouche en sac. Mais dans les présentations sur les webinaires précédents, tu as des possibilités de faire un enduit béton de chanvre avec un dosage qui est adapté également? Le dosage, un dosage normal préconisé aussi, c'est indiqué dans les règles professionnelles, un dosage normal préconisé. Mais on revient un petit peu aussi sur les DTU des enduits, sauf que là, donc c'est du sable. Alors, on part sur une granulométrie peut-être un peu plus grosse, sur du type 0,3 sur la première couche, et on referme un petit peu sur la deuxième couche avec du 0,2, et puis après un liant spécifique dédié pour les enduits de façade, et puis ça suffit. Alors après, les finitions, ça peut être du frotassé, du gratté, du frotassé à l'éponge. Il y a plusieurs façons de faire les finitions. Alors, pas mal de questions qui arrivent. Une remarque de Thierry qui nous informe que le multiport n'est plus commercialisé en France par Xella. Je ne sais pas s'il y a d'autres produits, d'autres marques que vous utilisez. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, donc je ne savais pas. Ok, je prends. Une question sur la hauteur du soubassement que tu as présenté pour l'assise du béton de chanvre. Quelle hauteur? Minimum de 20 cm par défaut, à chaque fois. D'autres questions concernant le Fermacell. Est-ce qu'il y a des alternatives sur la projection? En plaque de parement de projection intérieure, c'est ça, j'imagine? Il n'y a pas la précision, si la personne souhaite préciser à l'oral. Si c'est une plaque de parement, alors si ce n'est pas une plaque de parement, ce sont des enduits. Si c'est une plaque de parement, alors là, je fais, c'est nouveau, je suis sur une construction et on va mettre, alors bon, on va parler de BA13, mais il y a plusieurs familles de BA13. On va tester la famille de chez Signat. Il y a le Prégiplaque et le Prégiwab. Donc, on va tester ce nouveau produit-là, qui est ouvert, un peu plus ouvert à la vapeur. Et un petit peu sur cette question d'assise, une personne qui demande si il serait envisageable d'avoir un béton de chanvre dans une zone inondable avec une assise justement dont la hauteur serait adaptée. Alors, il faut faire attention, les zones inondables, ça veut dire on est dans un milieu humide un petit peu en continu toute l'année, c'est ça en fait? Peut-être Flavia, si vous voulez préciser à l'oral, on invite à réactiver votre micro.
Alors, sinon, peut-être le temps que Flavia active son micro. En tout cas, il faut les zones inondables. On peut prendre par exemple, on peut très bien imaginer une maison en béton de chanvre sur pilotis en Camargue. Il n'y a pas de problème avec ça. Il ne faut pas, si vous voulez, qu'on soit en continu. Enfin, il faudrait peut-être éviter d'être en continu toute l'année dans une plage d'humidité relative extérieure entre 80 et 100%. Parce qu'il y a des endroits sur Terre, on sait qu'ils sont presque toute l'année à 100% d'humidité. Donc, à un moment donné, on va avoir le principe des transferts de vapeur d'eau qui va un petit peu s'y perdre. Et là, à ce moment-là, on risque d'avoir peut-être des soucis de reprise d'humidité interne dans l'ossature bois. Donc, il faut pouvoir. Le principe du béton de chanvre, justement, c'est un poumon vivant. Il a la capacité d'absorber, mais aussi, il faut aussi à un moment donné qu'il puisse désorber. Et pour cela, il peut désorber qu'à la condition que l'humidité relative de l'extérieur soit moindre par rapport à l'HR qui est dans le mur. Donc, il ne faut pas trop pousser non plus, quoi. Voilà. Ça dépend les climats et la géographie. Voilà. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps pour prendre des questions. Il y en a encore pas mal. Lionel qui nous demande si, en utilisant du Fermacell, on ne perd pas une partie des propriétés de perspirance du béton de chanvre. Bonne question. Oui, on perd un peu. Alors, de combien, je ne peux pas dire. On a eu. Je peux le dire parce que je suis bien placé pour ça. J'ai ma maison ici qui est en béton de chanvre, qui est sur le principe Fermacell. Donc, alors déjà, un point qu'il faut faire attention, quand on est sur du Fermacell, il faut partir vraiment, il faut respecter le complexe entier, c'est-à-dire depuis l'extérieur, enduit, chaud, sable, jusqu'à l'intérieur. Et si on met une peinture acrylique sur le Fermacell, ben c'est mort. Voilà, là, tout le bénéfice est perdu. Donc, il faut faire attention à mettre des peintures naturelles à la chaux, chaux, caséine, craie, enfin, il y a beaucoup de choix de peintures naturelles. Il faut vraiment que le complexe soit respecté du début, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. La question, c'était, oui, le frein principe hygrothermique. Alors, moi, j'ai le CEREMA qui est venu donc instrumenter ma maison. On a placé des capteurs internes dans les murs, des capteurs de température, des capteurs hydriques, et on a fait une campagne de mesure. Et c'est vrai que la maison fonctionne bien, mais on s'est aperçu qu'il y a quand même, parce qu'on avait fait une comparaison avec une autre maison, on avait fait des enduits, non pas du Fermacell, et effectivement, on s'aperçoit que le fonctionnement, notamment de changement de phase à l'intérieur du mur, n'est pas le même. Donc, le Fermacell, effectivement, ça fonctionne, mais ça freine. Et ça, c'est une excellente question parce qu'il faut le savoir. Et donc, dans ce cas, pardon, je me permets de prolonger la question. Dans ce cas, comment tu ferais pour projeter si tu ne mettais pas un Fermacell? Tu ferais un coffrage que tu enlèves ensuite? Dans le cas d'un enduit? Dans le cas d'une ossature déportée intérieure, avec projeté… Non, mais… ça serait quoi la finalité? Ça serait oui, de retrouver la possibilité de mettre un enduit, en effet, qui gardera la perspirance. Oui. Ah ben alors à ce moment-là, l'ossature n'est plus déportée. On retrouve voilà. le principe A1 que j'ai montré au début. L'ossature est centrée et dans ce cas-là, c'est pour recevoir un enduit dedans ou un enduit dehors. D'accord. Ah ben oui, soit ce sont des coffrages provisoires qui sont déportés et tenus fixés avec des vis. On peut aussi très bien dérouler un filet, c'est ce qu'on va faire sur la maison. Là. On va projeter début mars dans le Haut-Var. On peut dérouler un filet à patates, on va dire, pour simplifier, pour schématiser, sur l'ossature centrée. Et on projette d'un côté de l'extérieur vers le filet, et ensuite on met la machine de l'intérieur vers le filet. On fait des asymétries comme ça, et c'est facile, c'est simple et rapide. Mais l'ossature, dans ces cas-là, est centrée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Deux questions pour revenir sur le projet. Question de Karine concernant les résistances thermiques qui ont été obtenues sur les deux types de murs que vous avez présentés. Est-ce que vous sauriez nous le dire? On n'a pas fait de mesurage précis. On était sur 35? Oui, on était sur 35 sur la façade sud. Oui, et ITE de 10 cm. Sur 460.
Alors, l'ITE de 10 cm, il a été appliqué en deux endroits. D'un côté, sur le préau, là, sur une des photos qu'a montré Daniel, dans ce préau, en fait, jouxte la cage d'escalier. Et on avait d'ores et déjà prévenu, enfin, le maître d'ouvrage était d'accord pour ne pas chauffer la cage d'escalier au même titre que les salles de classe. Et donc, finalement, c'était comme une zone tampon. Donc, ça permettait d'améliorer le confort thermique sans atteindre le niveau qu'on avait dans les salles de classe. Et dans l'autre partie où on a mis de l'ITE, en fait, on avait du doublage intérieur. Donc, ça a complété voilà, le doublage. Ça nous a permis de minimiser le doublage et de faire essentiellement un doublage aussi pour les réseaux techniques. D'accord. Donc, Daniel, tu disais sur la partie ossature, remplissage en isolation répartie, à peu près 4,60. Pardon, je n'ai pas compris la question. En termes de résistance thermique, tu Ah disais oui, pardon. Oui, je l'ai là, 4,60. Ouais. D'accord. Et une approximation sur la partie ITE? C'est pas grave, hein, on ne va pas te poser une colle. C'était 10 10 cm, oui. Oui. J'en profite pendant ce temps-là pour aller à une autre question. 1,30. Pardon, excuse-moi. 1,30. 1,30, d'accord. Une question d'Isabelle concernant la façade qui se situe dans la cour par rapport au risque peut-être de choc. Est-ce qu'il y a une précaution particulière qui a été prise pour l'entretien et la durabilité? C'est une école maternelle, donc ce n'est pas un lycée non plus. D'accord. Mais de fait, moi, j'étais surpris et agréablement surpris par la solidité du complexe avant enduit et après enduit. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression, même j'ai fait aussi par ailleurs des opérations d'ITE avec des matériaux type polystyrène ou avec des matériaux laine de roche compressée. Et en fait, on a vraiment quelque chose de très dur. Alors, je n'ai pas testé à l'outil, je n'ai pas testé en jetant un vélo, par exemple, sur le mur, mais on a quand même... et on a un résultat qui est tout à fait... Enfin, il faudrait déjà que les enfants s'y mettent bien pour arriver à abîmer l'enduit. Hein. Qui plus est, qui peut se restaurer aussi, comme tout enduit. Hein. On peut très bien refaire une passe d'enduit ultérieurement, dans le cadre d'un ravalement. Juste rajouter que pour ce type d'opération, quand on est sur des ERP tertiaires et puis encore mieux sur un bâtiment scolaire, le choix de mettre un fermacelle à l'intérieur, il s'y prête vraiment bien parce qu'il y a les passages, les cartables, peut-être des tables, des chaises. Donc la résistance du fermacelle, pour ça, elle s'y prête bien plutôt que si ça avait été un enduit, même chaussable, un enduit d'argile, c'est encore plus... C'est plus indiqué pour du résidentiel, mais un enduit chaussable à l'intérieur, c'est fragile, ça reste un enduit. Donc, sur des bâtiments publics où il y a de forts passages, il vaut mieux partir sur du fermacelle, c'est vraiment des bonnes solutions. Si, et une toute dernière question concernant le passage des gaines électriques à l'intérieur sur le mur de façade. Elles sont fixées sur l'ossature et noyées. Aucune difficulté particulière pour l'entreprise d'électricité qui a pas du tout... il n'y a pas eu de sujet pendant le chantier là-dessus. Ouais. Merci. On a épuisé à peu près toutes les questions. Il est pratiquement midi. Donc, je vous remercie, Daniel et Damien, pour avoir partagé votre expérience sur ce projet. On peut voir que ça n'a pas posé de difficultés particulières et au contraire, ça a pu susciter l'intérêt de la part d'un maître d'ouvrage public. Donc, on espère que cet exemple pourra donner lieu ou inspirer certains des acteurs présents pour le proposer même sur leur projet. Donc, nous terminons aujourd'hui ce cycle de Nicolas, moi, j'ajouterais par rapport à ce que tu viens de dire que comme j'ai eu cette expérience, puis j'ai fait 2 autres bâtiments avec des blocs Biosis. Et en fait, je trouve même qu'il y a une implication de l'entreprise qui est très intéressante et pas seulement, j'allais dire, du patron d'agence ou d'autres, mais même de tous les employés sur place, qui, à travers le matériau, on sent que les gens découvrent et du coup se parlent plus et ont envie d'en savoir plus. Et ça suscite en fait une vraie implication sur le chantier
que je trouve très intéressante en tant que maître d'œuvre voilà, sur des opérations comme ça. Merci pour ce retour. Donc, le webinaire sera visionnable en replay sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez déjà trouver les 2 premiers webinaires qui sont en ligne sur la chaîne YouTube d'Envirobat BDM. Vous partagez le lien de suite et on vous l'enverra également suite au webinaire. On a également fait une petite fiche synthétique que nous allons vous partager, qui vise à vous montrer un petit peu l'avancement aussi de la structuration de la filière en région PACA. On vous donne rendez-vous en 2023, puisque donc, nous continuons à travailler sur le thème du béton de chambre, toujours en lien avec Daniel, évidemment. Nous proposerons, dans le cadre de notre centre de formation, une formation découverte d'une journée, qui est plutôt à destination de la maîtrise d'ouvrage, et sur laquelle, évidemment, les maîtres d'œuvre qui souhaiteraient découvrir le matériau sont tout à fait les bienvenus. On communiquera très prochainement la date. L'idée est de pouvoir proposer une formation qui soit assez facilement accessible, puisque par contre, là, si on souhaite faire la formation certifiante de construire en chambre, la durée, Daniel, est de 4 jours, si je ne me trompe pas, ou 5 jours. Oui, mais si on fait cette journée de découverte et de sensibilisation, elle sera déductible du reste. Voilà, on trouvera une possibilité d'arrangement. Et puis en 2023, nous avons également prévu d'organiser une rencontre régionale pour fédérer l'ensemble des acteurs impliqués et continuer à sensibiliser les maîtres d'ouvrage à ce matériau. Présentiel, oui, je vois défiler les questions et je réponds à la question présentielle. Je dis oui, oui. Tout à fait, elle sera proposée sur Marseille et Sur Marseille, ouais. Voilà. sur le 06 dans un lieu qui reste à définir. D'accord. Et merci à tous. Là, je vois défiler les commentaires, donc ça fait plaisir. Je vous remercie. Et puis, bonne journée à tous. Merci à tous pour vos questions et votre participation. À très bientôt et bon appétit. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.